Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Grégory, français de 24 ans, d'origine chinoise et vietnamienne, né à Hong Kong et diplômé d'un master en politique environnementale de l'École des affaires internationales de Sciences Po. Après avoir travaillé dans plusieurs régions du monde, toujours dans des activités concerné par le développement durable, Mathieu Grégory fonde en 2020 Econos, un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des entreprises basées en Roumanie pour leur stratégie de décarbonation. Mathieu Grégory, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au studio de RFI. Alors, je vous propose de commencer cet entretien par une actualité qui concerne directement votre activité, et c'est vous-même en préparation à cette émission vous m'avez proposé d'en parler. Donc, dimanche, c'est terminé la COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Après avoir adopté un texte, et là je cite notamment l'agence France Presse, donc je paraphrase, un texte très disputé sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais sans nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre par rapport à la dernière COP de Glasgow en 2021. Les engagements actuels des pays signataires de l'accord ne permettront pas de tenir l'objectif d'un réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Objectif toutefois réaffirmé dans la décision finale. Cette édition a en revanche été marquée par l'adoption d'une résolution emblématique sur la compensation des dégâts causés par le changement climatique déjà subis par les pays les plus pauvres. C'est surtout l'Union européenne qui a poussé à cette résolution qui est emblématique, mais qui n'oblige pas d'autres pays comme la Chine ou les États-Unis à suivre cette recommandation. Alors, comment vous avez-vous suivi cette COP27? Est-ce que son résultat vous étonne, vous plaît ou vous déçoit? Donc oui, effectivement, c'est compliqué, même aujourd'hui, de dire si la COP27 est satisfaisante ou pas. De nombreuses ONG, de nombreuses personnalités politiques sont venues devant le devant de la scène pour déclarer que cette COP était un échec. Mais si la COP27 est un échec, on pourrait remettre en question toutes les COP qui ont existé depuis la COP. Je pense que c'est la première COP, c'est la COP 3 avec le protocole de Kyoto, qui était une COP importante. Il y avait la COP 15 au Danemark et la COP 21 à Paris. Mais hormis ça, l'ensemble des COP terminent sur des déclarations comme celle qui a eu lieu durant la COP 27, qui sont très paradoxales. Mais c'est vrai qu'il faut admettre que la COP 27, on atteint un niveau de paroxysme qui n'avait pas été égalé jusqu'à là. Vous dites paradoxal, c'est-à-dire? C'est-à-dire que contradictoire, et pour reprendre les mots de François Gémen, qui est membre du GIEC, qui était d'ailleurs un de mes professeurs à Sciences Po, on termine sur un accord qui peut être qualifié de schizophrénique. C'est-à-dire que on a un accord historique qui s'appelle le Global Shield, qui, comme vous l'avez souligné, va permettre un mécanisme de financement de la part de pays industrialisés. Donc là, on va parler surtout des pays industrialisés historiquement. Donc on va parler de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, donc l'Amérique du Nord, mais sans prendre en compte la Chine. La Chine qui est pourtant aujourd'hui le premier émetteur de gaz à effet de serre, mais dont 30%, hein. Voilà, mais dont la responsabilité historique est bien moindre que l'Union européenne, que les pays européens ou les États-Unis. Donc on arrive avec cet accord d'aide financière dans lequel, grosso modo, les pays du Nord vont aider les pays du Sud en voie de développement pour faire face aux effets du changement climatique. Je pense qu'on a tous vu ce qui s'est passé au Pakistan, par exemple, cet été, malheureusement, où plus d'un tiers du pays a été submergé par les eaux, avec des millions de personnes qui se retrouvent sans foyer et qui ont urgemment besoin d'une aide financière. Donc, dans le cas du Pakistan et dans le cas d'autres pays en voie de développement et qui n'ont pas les moyens financiers pour s'en remettre de crise climatique,
cette aide est bien sûr la bienvenue et elle est tout à fait légitime parce qu'on part d'un principe de pollueur-payeur, avec des pays historiquement responsables du changement climatique qui maintenant en payent les dégâts. Là où c'est schizophrénique, c'est que vous avez d'un côté cet accord qui est bon, il faut le souligner, mais de l'autre, aucune avancée concrète sur la lutte contre la réduction, pour la réduction plutôt, des gaz à effet de serre. Donc, on a d'un côté des pays qui promettent un financement. D'ailleurs, ce financement, il avait été promis déjà auparavant. Il n'y a rien de nouveau. C'est plutôt une concrétisation, on va dire, finalement, de cette promesse. Mais on a d'un côté ces pays qui promettent de financer l'après, donc les catastrophes, mais qui ne se remettent pas vraiment en question quant à leur production de gaz à effet de serre, qui serait en fait une solution bien plus efficace pour contrer justement ces effets du changement climatique. Ce serait de le limiter au maximum. Et si je ne fais pas d'erreur, à partir de l'accord de Paris, de la COP 21, enfin, d'après ce qu'a dit l'accord de Paris et dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il faudrait réduire de 2 fois nos émissions pour arriver à l'objectif de 1,5 degré d'ici 2030 et je crois de 6 fois d'ici 2050. C'est ça à peu près. Hein. Voilà, C'est donc un effort énorme. Donc c'est un effort qui est important. Donc oui, l'accord de Paris, c'était en 2015 avec la COP 21, a vu le jour avec cette déclaration justement historique, avec un objectif de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels comme objectif primeur et un sous-objectif, si possible, d'atteindre 1,5 degré. 1,5 degré, c'est essentiel pour préserver de nombreux pays, notamment des pays insulaires dans les îles Pacifiques, pour qu'ils puissent survivre. Avec un monde à 2 degrés, on n'a plus ces îles sur notre planète. Donc, cet accord, cette déclaration, elle est bien parce qu'elle est ambitieuse, mais vous avez raison de le souligner, on est encore très loin. C'est-à-dire que il y a un plan de l'Union européenne qui prévoit d'ici 2030 de réduire nos émissions de 55%, donc ce qui est quand même très ambitieux, et pour 2050 d'atteindre ce qu'on a appelé la neutralité climatique. Donc cette neutralité climatique, elle fait débat aussi. Est-ce que c'est neutralité climatique, neutralité carbone, c'est pas la même chose Je pense que on pourrait dire que c'est la même chose parce que vous avez raison de le souligner, ce serait plus la neutralité carbone, mais qui a un effet direct justement sur le changement climatique. Mais vous avez raison de le souligner, c'est neutralité carbone plutôt dont on parle aujourd'hui, même si on a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour parler de carbone négatif, donc de négativité carbone dans laquelle on stockerait, on stockerait plus de CO2 qu'on en émettrait. Donc ça en dit long justement sur aujourd'hui où on en est dans un monde dans lequel une neutralité carbone n'est plus suffisante pour parvenir aux accords de Paris. Donc ces accords de Paris qui étaient très ambitieux, aujourd'hui ils ont des objectifs qui sont encore assez loin dans le temps. On parle de 2030 d'abord, qui est pas très loin, mais voilà, c'est dans plus de 5 ans, et de 2050. Donc en 2050, les leaders d'aujourd'hui, les leaders politiques aujourd'hui, ne seront sans doute plus de ce monde. Et donc c'est les nouvelles générations qui vont devoir assumer des objectifs qui ont été pris dans un temps beaucoup plus large, qui permettent bien sûr aux pays et aux entreprises de se donner le temps et de ne rien faire dans la plupart des cas, mais qui ne nous satisfaisent pas, pardon. De notre côté, parce qu'on sait que la responsabilité, ça va être à nous de la porter finalement. Alors, Mathieu Grégory, je vous propose qu'on revienne sur ces grandes questions, mais vous allez nous présenter un petit peu votre société, Econos. Avec grand plaisir. Voilà. Alors, racontez-nous un petit peu. Donc, l'objectif, c'est la décarbonation, ou on peut dire décarbonation, décarbonisation, je crois pas, c'est un anglicisme de toute façon. Effectivement. Et donc elle est jeune, cette société, et sans rentrer trop dans les détails techniques, si possible, dans les grandes lignes,
quelles sont les choses que vous proposez notamment aux grandes entreprises, parce que c'est principalement votre cible, je suppose? Bien sûr. Donc, Econos a été fondé il y a 2 ans maintenant sur cette idée justement de permettre aux entreprises, et avant tout les grandes entreprises, d'agir sur la réduction de leurs gaz à effet de serre. Donc quand on parle de décarbonation, il y a le mot carbone dedans parce que le CO2, ça va être le gaz à effet de serre le plus important et le plus connu. Mais il faut pas oublier qu'il y a d'autres gaz à effet de serre aussi, mais que voilà, dans décarbonation, on parle de tous les gaz à effet de serre. Econos vient en aide à ces grandes entreprises que nous pensons responsables pour le changement climatique, notamment avec un rapport du CDP, du Carbon Disclosure Project, qui est une ONG référence dans les bilans carbone, qui déclare en 2017 que seulement 100 entreprises sont responsables pour plus de 70% des gaz à effet de serre dans le monde. 100 grandes multinationales. Voilà, donc surtout des entreprises qui vont être dans le oil and gas, donc dans le pétrole, dans les ressources naturelles. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, plus de 85% de nos énergies, des énergies consommées, proviennent de sources non renouvelables, de sources fossiles. Voilà, des énergies fossiles. Et c'est d'ailleurs un des grandes critiques qui a été fait sur la COP27, parce que dans un pays producteur de gaz comme l'Égypte, il est compliqué de déclarer que nous allons mettre fin aux énergies fossiles. Et ça, c'est sans parler de Dubaï, qui sera la COP28 l'année prochaine, donc la COP28 à Dubaï. Là encore, on peut se poser des questions sur est-ce qu'il est même réaliste de penser qu'un accord sur la fin des énergies fossiles aura lieu. Pour revenir à Econos, je vous dis ça parce que chez Econos, justement, on fait des bilans carbone. Donc un bilan carbone, c'est un calcul de votre empreinte carbone, dans laquelle on va calculer l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui pourront être attribuées à vos activités professionnelles. Donc ce qui est très important, c'est que nous allons étudier votre entreprise comme une entité, votre entreprise ou institution d'ailleurs, parce qu'on a aussi réalisé le bilan carbone de l'ambassade de France. On va d'abord calculer votre bilan carbone qui va surtout être issu de vos consommations d'énergie. C'est pour ça que l'énergie est très importante dans la lutte contre le changement climatique. Mais on va aussi s'intéresser à votre chaîne de valeur dans son intégralité. C'est-à-dire que nous allons nous intéresser à vos fournisseurs. Donc, vos fournisseurs, on va même s'intéresser à vos fournisseurs de sièges, par exemple, là pour RFI. Ça va vraiment dans le détail. Hein, dans le détail, voilà. Et l'idée, c'est d'aller dans ce détail pour justement permettre une vision plus globale de l'entreprise, donc des émissions qui sont liées à l'entreprise, et d'établir les émissions principales de l'entreprise pour pouvoir agir sur ces émissions. On suit la loi de Pareto qui dit que que 20% de vos sources d'émissions vont être responsables pour plus de 80% de vos émissions finales. Donc, c'est-à-dire que dans la plupart des entreprises, on va retrouver 3 à 5 sources d'émissions principales qui vont représenter plus de 80% des émissions finales. Donc, c'est sur ces 3 à 5 sources d'émissions que nous allons d'abord agir, parce que agir sur l'électricité que vous consommez, par exemple, aura beaucoup plus de sens qu'agir sur l'eau que vous consommez ici. Ce bilan carbone, ici en Roumanie, il n'est pas obligatoire. Est-ce que vous ne faites pas face, parfois ou souvent, je ne sais pas, à des sociétés qui font appel à vous, surtout pour faire du greenwashing, c'est-à-dire pour avoir une bonne image environnementale, avoir le tampon Econos, mais sans véritablement, à moyen et long terme, essayer de protéger l'environnement et les émissions? Non, effectivement, vous avez raison de le souligner. Le greenwashing est un fléau, sincèrement, que l'on voit aussi par rapport à ce monde dans lequel on évolue de consulting pour le développement durable. Il est très facile, justement, de ne pas respecter ses limites. Après, il faut faire attention, justement, avec ce terme greenwashing qui peut être utilisé à toutes les fins possibles. C'est-à-dire que pour certaines ONG, pour certains environnementalistes, travailler avec Coca-Cola, avec des grandes entreprises de pétrole, va être considéré comme du greenwashing. Après, il faut voir comment on travaille, mais nous, chez Econos, on part du principe que
nous venons en aide à toutes les entreprises, à toutes les institutions, pour leur permettre de réduire leurs émissions. Et justement, nous préférons même avoir des entreprises qui soient polluantes, parce que nous savons que nos résultats seront bien plus importants, nous aurons beaucoup plus d'apport dans la réduction des gaz à effet de serre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette réduction des gaz à effet de serre, elle doit être mondiale, elle doit être globale. Et chez Econos, nous avons ce motto de Act local, Think global. Donc, d'agir dans un milieu local qui est aujourd'hui la Roumanie, mais avec des conséquences que nous espérons globales, parce que réduire les gaz à effet de serre d'une entreprise en Roumanie va directement affecter l'ensemble de notre lutte contre le changement climatique. Vous adressez, pardon, excuse-moi, à des entreprises roumaines, françaises, multinationales, tout confondu. Voilà. D'accord. Donc, et est-ce que certaines de ces entreprises, en sachant qu'elles polluent fortement, mais qu'elles veulent quand même être au courant de combien elles polluent, elles pourront faire appel à vous et garder leur bilan pour elles-mêmes sans trop le communiquer parce qu'il sera pas très très bon, mais ça sera une façon pour elles quand même d'avoir un peu la conscience d'évaluer leurs émissions. Totalement. Le bilan carbone, jusqu'à ce que ça devienne obligatoire, ça je pense qu'on va en parler aussi, c'est avant tout un bilan carbone pour vous-même, donc pour votre entreprise. C'est pour ça que faire un benchmark... Donc vous, après, vous le diffusez pas, enfin, ça reste entre vous et la société. Ça, oui, c'est à la société de décider si elle veut le publier ou non. Là, par exemple, pour l'ambassade de France, qui n'est pas une société, mais nous avons décidé de publier sur le site web de l'ambassade de France, ce qui n'est pas le cas pour toutes les entreprises. Mais c'est pour ça qu'il est très important, et je profite de votre émission justement pour le souligner, de comprendre le bilan carbone comme une évaluation personnelle. Donc, votre bilan carbone va vous permettre de réduire vos émissions. Et c'est pour cela que tout ce qui est benchmark, tout ce qui est comparaison de votre bilan carbone par rapport au bilan carbone de votre voisin n'a pas encore beaucoup de sens. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des bases de données aussi qui vont être différentes, des méthodologies qui peuvent être différentes, mais surtout parce que votre bilan carbone, enfin le bilan carbone de votre entreprise n'a pas cette vocation. Le bilan carbone de votre entreprise a comme vocation d'établir des objectifs de réduction en accord justement avec l'accord de Paris pour arriver à, in fine, une neutralité carbone, voire une négativité carbone, qui est aujourd'hui bien plus à la mode. Alors, concernant l'obligation, est-ce qu'il y a une obligation européenne à terme ou mondiale? Comment ça va se passer? Donc, effectivement, on parle aujourd'hui d'une obligation européenne et même plutôt d'une directive. Cette directive, elle s'appelle la CSRD et hasard du calendrier, elle vient d'être approuvée justement la semaine dernière. Donc, ça fait déjà depuis longtemps qu'on en parle de cette CSRD. Il me semble que la première fois qu'on en parlait, c'était justement pour amener le discours d'Ursula von der Leyen de neutralité carbone de l'Union européenne en 2050, amener cet objectif aux actions. Et c'est là qu'a vu le jour la CSRD et la SFDR, qui vont permettre justement de réduire les gaz à effet de serre des entreprises qui agissent en Union européenne. Donc, on va aussi parler de multinationales américaines, par exemple, qui sont basées en Irlande. Donc, cette CSRD, elle est très importante parce qu'elle va obliger à toutes les entreprises, donc d'abord les grandes entreprises, on va parler des entreprises de plus de 500 salariés, qui sont déjà obligées de réaliser ce qu'on va appeler un rapport ESG dans le cadre de la NFDR. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'acronymes. Bon, on va pas rentrer dans les acronymes, mais voilà. L'important, ce sont les idées. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette CSRD, c'est juste le remplacement d'une directive qui existait déjà, mais que que la Commission européenne a jugé comme incomplète et surtout incomplète sur le développement durable. Parce que c'est ça la grande différence avec ce CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est qu'on retrouve le mot sustainability et surtout le mot sustainability reporting qui va obliger toutes les entreprises d'ici 2027 pour 2028, à part les micro-entreprises. Donc, plus de 500 employés.
D'abord, plus de 500 employés, ça va être D'ici 2027-2028, ouais, c'est quoi leur bilan carbone devra être de... donc il y a pas vraiment de valeur Oui. absolue, on va dire. Mhm. C'est plus que sur un souci de transparence. Donc Mhm. que toutes les entreprises vont devoir justement Présenter ce bilan. présenter, merci, ce bilan carbone dans un rapport ESG bien plus complet. Ça va être complètement obligatoire. Et sinon, amende, enfin, quelles sont les punitions qui vont être mises en place si ce rapport n'est pas fourni? C'est Donc, déjà prévu? alors ça, c'est aux États membres, c'est à la discrétion des États membres. Donc c'est vraiment aux États membres de choisir comment elles vont l'appliquer. Est-ce que donc, ça, c'est une directive qui va partir du Parlement européen, mais ensuite les États membres, comme la Roumanie, vont avoir 18 mois pour le transposer dans le droit national. Et c'est à ce moment de transposition du droit dans le droit national que la Roumanie et les autres États membres vont devoir décider si ils doivent mettre des amendes. Donc, les pénalités seront à leur discrétion de Exactement. chaque État membre. D'accord. Mais nous, ça ne nous soucie pas tellement parce que la pénalité, elle sera aussi d'un point de vue business, d'un point de vue commercial, Éthique, ouais. éthique. C'est-à-dire que même aujourd'hui en France, Vous serez obligé, voilà, de présenter votre bilan dans n'importe quel contrat ou n'importe quel. D'accord. Mhm. Voilà. Donc si je peux revenir très rapidement justement aux plusieurs étapes de cette CSRD et de cette SFDR, ces étapes, elles sont surtout par rapport à un scope qui sera de plus en plus élargi d'entreprises qui devront réaliser ce rapport. Donc, on va d'abord avoir ce qu'on va appeler la SFDR. La SFDR, c'est la CSRD, donc cette directive européenne, mais pour le secteur financier. Cette SFDR, elle est arrivée dès cette année, 2022. Elle obligeait aux entreprises, aux banques de déclarer les bilans carbone, mais des bilans carbone réduits de leurs investissements en 2022. En 2023, on va parler d'un bilan carbone complet des clients des banques et des clients de tous les acteurs financiers. Donc, c'est-à-dire que votre banque, d'ici cette année et d'ici l'année prochaine, va vous demander ces informations sur votre bilan carbone pour qu'elle puisse elle-même les enregistrer et les publier. Donc ça, c'est de 2022-2023. 2024 pour 2025, on va avoir les grandes entreprises, donc plus de 500 employés, qui vont devoir réaliser ce rapport ESG. 2025 pour 2026, on va agrandir ce scope de plus de 500 employés à plus de 250 employés. Donc, on va passer d'à peu près 11 000 entreprises qui sont soumises justement à ce premier élargissement en 2024 à plus de 50 000 entreprises en 2025. Finalement, la dernière étape, ça va être les PME. Donc ça va être les PME en 2027 pour 2028 qui vont devoir, elles aussi, déclarer leur full rapport ESG. Donc, ça va vous donner beaucoup de travail, ça. Ça va donner beaucoup de travail, effectivement, et ça va donner beaucoup de travail surtout aux entreprises. Et c'est là où il est important de concilier à la fois viabilité économique et développement durable. C'est-à-dire que notre objectif chez Econos, et d'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça, Econos, le nom vient de économique et écologique. C'est que nous essayons justement de concilier développement durable et viabilité économique pour prouver aux entreprises que agir pour le climat a un sens commercial et pour être et bien pour le développement aussi de votre entreprise. C'est là où précisément, excuse-moi, je vous coupe, j'allais vous poser cette question maintenant qui personnellement me turlupine. Enfin, c'est la question, je pense, que beaucoup de gens se posent. Comment il y a un peu aussi une dichotomie entre développement et durable, hein, que l'on questionne. Comment concilier croissance économique et en protection de l'environnement. Récemment, je crois que le président français Emmanuel Macron, avec un air un peu ironique, disait mais voilà, on veut ça, ça, ça et ça, et il avait l'air de dire que c'était un petit peu mission impossible. Mais vous y croyez? Vous pensez qu'aujourd'hui, quand on voit les rapports du GIEC, quand on pense à certains experts, notamment en France, qui sont plus qu'alarmistes,
que la croissance économique, comme on l'a toujours pensé, elle peut aller de pair avec euh, une réduction des émissions et un environnement sain. Donc oui, non, c'est bien pour ça que j'ai parlé plus de viabilité économique et pas forcément de croissance économique, parce que c'est vrai que, Ah, ça, c'est intéressant. Vous avez parlé de viabilité et non plus de croissance économique, d'accord. parce que c'est vrai qu'en termes de Qu'est-ce que vous croissance voulez dire par économique, viabilité économique? donc, enfin, d'abord en termes de Ouais. croissance économique, vous avez raison de souligner que la croissance économique, et ça, je renvoie à des écrits de Jean-Marc Jancovici, entre autres, qui expliquent comment le développement des gaz à effet de serre est totalement lié avec le développement de la croissance économique. Jusqu'à Pourquoi? présent, ouais. Jusqu'à présent, et justement, pourquoi est-ce que aujourd'hui encore, plus de 85% de nos énergies viennent de sources d'énergie fossiles. Donc, moi, je pense, enfin, nous pensons à Econos que le développement de votre entreprise peut se faire euh, en respectant justement votre environnement. Et c'est avant tout à ça que cela sert un bilan carbone. C'est pour vous permettre un développement qui soit en harmonie avec votre environnement et surtout avec votre société. Donc c'est pour ça que nous, on fait attention quand on parle de croissance économique. Econos, qui est une entreprise, croît économiquement, on va dire. Parce qu'on a eu, là, on a 2 employés et on espère pouvoir employer encore plus de consultants dans les mois à venir. Donc on sait très bien que ça, c'est un objectif d'une entreprise, de toute entreprise. Mais là où c'est important, c'est de concilier justement ce développement avec le développement de vos rapports RSE, de vos, de vos actions pour le climat. Donc, par exemple, on a de plus en plus d'entreprises qui vont planter un arbre pour célébrer un nouvel employé, avec justement l'idée qu'un nouvel employé, c'est un développement économique qui va forcément amener plus d'émissions de gaz à effet de serre, qu'on va essayer de capter justement à travers ce plantage d'arbres. Ça va être des coûts un peu plus marketing. Mais nous pensons que pour arriver aussi à des éléments concrets de lutte contre le changement climatique qui vont surtout se faire sur l'efficacité énergétique, sur la mise en valeur d'énergies renouvelables, cela va nécessiter justement des fonds qui vont être permis par cette viabilité économique, par ce développement économique. Alors, quand vous entendez que ces mêmes énergies renouvelables, pour les produire, ben, il s'agit encore une fois de production et qu'elles-mêmes peuvent, à certains égards, être génératrices de pollution. On pense aussi je pense au recyclage des batteries qui est difficile, aux éoliennes elles-mêmes, aux matériaux qui sont difficilement recyclables. Donc, les énergies renouvelables, c'est pas non plus la panacée, mais si je vous comprends bien, ce que vous dites, c'est que vous croyez à un développement qui, euh, qui est possible à partir du moment où on le compense par des actions louables et positives. Donc, vous pensez qu'il y a ce rééquilibrage est possible tout en se développant, tout en utilisant les énergies renouvelables. Il y a moyen, selon vous, d'arriver à quelque chose de viable. C'est ça? Oui, effectivement. C'est ça ce que vous dites? Enfin, Oui, effectivement, vous avez raison de souligner le fait que même quand on parle d'énergie renouvelable, il faut savoir que plus de 90% des panneaux solaires proviennent de Chine. Donc on a des grandes problématiques. Vous avez souligné aussi le problème de recyclage de batteries, surtout des batteries de voitures électriques, pour lesquelles aujourd'hui Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas on n'a pas la technologie. on n'a Ouais. pas tellement la technologie. Et ça arrive justement à des débordements avec des batteries de voitures électriques qui sont balancées justement dans des pays du Sud pour s'en débarrasser. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, et c'est pour cela que chez Econos, nous saluons ces directives européennes qui vont permettre cette transparence. Parce que à travers le bilan carbone, nous allons nous intéresser à l'intégralité de votre chaîne de valeur, c'est-à-dire que autant de votre fournisseur de Chine, par exemple, que des déchets que vous allez produire avec votre batterie de voiture électrique. Et donc, comment est-ce que vous allez agir pour que ces déchets soient retraités? Donc, effectivement, aujourd'hui, on est plus dans un mirage, dans une idée que croissance économique peut être conciliée avec le développement durable. Vous avez raison de le souligner qu'aujourd'hui, on est encore assez loin,
Est-ce que pour les recyclages, par exemple, pour l'approvisionnement d'énergie renouvelable, on a encore beaucoup de travail à faire, mais chez Econos, nous pensons qu'il faut aller dans ce sens, et c'est dans ce sens que nous allons pouvoir agir. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de décroissance, c'est un mot qui est devenu très à la mode. J'ai un cours d'ailleurs sur la décroissance à Sciences Po, et c'est une idée qui est totalement louable et à laquelle personnellement je pourrais aussi adhérer. Mais il est très compliqué d'expliquer ces principes de décroissance à des pays qui n'ont pas encore eu ce développement. Quand on parle de décroissance en France, aux États-Unis, ça peut avoir du sens parce que c'est des pays qui sont historiquement responsables. Mais aller expliquer ça à des pays comme l'Indonésie, aller expliquer ça à des pays comme le Nigeria, qui est en pleine Je crois croissance. d'ailleurs que pendant la COP27, cet accord, donc cette résolution sur la compensation des dégâts, elle est complétée par une obligation d'un développement économique durable en protection de l'environnement. C'est-à-dire que, d'accord, on va vous compenser à partir du moment où vous ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Ça va être politiquement assez compliqué, hein, parce que ces pays-là que vous citez, ils vont éventuellement dire, écoutez, vous êtes développés comme vous êtes développés, pourquoi pas nous, vous nous imposez des... Enfin bon, ça risque d'être un chemin difficile. C'est un chemin difficile et moi je trouve qu'on retrouve encore cette schizophrénie de pays du Nord qui demandent aux pays du Sud de se développer d'une façon durable, mais qui ne leur donnent pas forcément les outils, les clés pour y arriver. Aujourd'hui, on a un grand problème de transfert de technologie entre les pays du Nord qui sont bien plus avancés dans cette adaptation au changement climatique et dans ce développement durable, et qui peinent encore à transférer ces technologies dans les pays du Sud. Et vous citiez Jancovici, je crois qu'il est, il est aussi, il parle notamment de ce concept très plus qu'à la mode aujourd'hui de sobriété, hein, qui est lié au concept de décroissance. Hein. Et donc vous êtes d'accord pour dire que vous êtes d'accord avec pas mal de jeunes experts, hein, pas nécessairement ceux qu'on appelle j'ai oublié le nom, ceux qui pensent à une catastrophe imminente, je me rappelle plus, j'ai plus le nom en tête. Mais si vous voulez que cette sobriété, elle doit être effective au sein des pays développés et que elle est tout à fait. C'est quelque chose, c'est un concept auquel vous adhérez dans les pays développés en tout cas. Mais ça, est-ce que c'est un concept que vous pouvez avancer auprès des chefs d'entreprise? Donc, totalement, Jancovici, ça va être un exemple qu'on essaye de suivre depuis plusieurs années déjà. Collapsologue, pardon, excusez-moi, je reviens Voilà. sur le terme, oui, de ceux qui, sont très, très radicaux et pensent que de toute façon, on va droit dans le mur. Enfin bon, pardon, excusez-moi. Ouais. Mais non, et c'est vrai, je pense que c'est un terme qui a du sens, collapsologue. Donc juste pour revenir à Jancovici, j'ai eu la chance aussi d'avoir Alain Grandjean, le cofondateur de Carbone 4 avec Jean-Marc Jancovici comme professeur à Sciences Po. Et c'est vrai que c'est aussi grâce à son expérience, grâce à ses cours que j'ai eu l'idée de lancer Econos ici en Roumanie, qui suit justement cette même ambition de permettre aux entreprises de réduire leur empreinte carbone à travers les bilans carbone. Pour revenir au collapsologue, moi je suis totalement d'accord et c'est ce que nous essayons d'expliquer à travers Econos, parce qu'on est aussi très présent sur les réseaux sociaux, de l'urgence climatique à laquelle nous faisons face. Et c'est pour cela, pour revenir au début de notre interview sur la COP27, c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous satisfaire d'objectifs qui sont d'ici 2030 ou 2050. S'il faut agir, il faut agir maintenant, parce que l'urgence, elle est aujourd'hui, et nous faisons déjà face à ces problèmes de changement climatique. Donc d'un côté, vous pensez qu'une croissance économique d'un développement durable est possible, mais et vous adhérez également au concept de sobriété, de décroissance. C'est ça? Effectivement. Hein? Donc, Ouais.
j'adhère à la croissance économique qui est possible dans un développement durable, mais De façon pragmatique, vous pensez qu'aujourd'hui, de toute façon, on peut pas imposer une voilà, sobriété, ça vous paraît assez improbable. Et c'est-à-dire, c'est un discours qu'on peut pas tenir aux chefs d'entreprise, je suppose que vous, mais que c'est la philosophie générale à laquelle il faudra adhérer. exactement. Mm. Donc, c'est tout un souci de langage et de communication. Aujourd'hui, c'est très difficile d'expliquer à un chef d'entreprise ou même à une entreprise lambda, à une personne lambda qui va devoir faire des efforts Mm. plus qu'elle ne fait déjà, parce que tout le monde a fait des efforts déjà, pour réduire son empreinte carbone, pour garantir un bien commun qui soit bien plus important. Mm. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de nous intéresser plus aux entreprises qui peuvent avoir des leviers d'action que nous jugeons plus efficaces, mais nous sommes aussi très présents sur la communication pour l'ensemble de la population, pour qu'elle comprenne justement que c'est une responsabilité que nous avons tous. Mais il faut faire très attention avec le message. Si on parle trop de décroissance et de sobriété, il y a beaucoup de gens qui vont se crisper et qui ne vont même pas vouloir en entendre parler. Donc aujourd'hui, notre message, c'est que un développement durable est possible à travers un bilan carbone qui soit fait d'une façon rigoureuse, et le bilan carbone, le comprendre comme un premier pas vers un deuxième pas qui sont des actions de réduction concrètes, et finalement une compensation des émissions de CO2 en plus que nous ne pouvons pas réduire aujourd'hui. Donc, si une entreprise suit ces pas que nous conseillons chez Econos, nous pensons que nous pouvons réussir à accompagner cette entreprise dans un développement qui soit en harmonie avec son environnement et la société. Bien sûr, il y a des critiques qui peuvent être faites, notamment justement avec l'approvisionnement d'énergie renouvelable, avec plein d'autres sujets, plein de détails. Mais aujourd'hui, nous n'avons juste pas le temps de penser à tous ces Il détails. faut Il faut essayer de agir. trouver des solutions. On va peut-être s'égarer à un moment donné, mais il faut agir. Et, euh, et je lisais dernièrement que sur les 30 dernières années, au sein de l'Union européenne, les émissions de gaz à effet de serre étaient en diminution. C'est ça. Effectivement. Donc, c'est pas suffisant, mais il faut aller dans ce sens-là. Et vous, dernière petite question, de façon plus personnelle, est-ce que vous adhéreriez à une philosophie de vie euh, sobre, non seulement en termes énergétiques, mais en termes de consommation, en termes et ça va au-delà aussi. C'est un vrai changement philosophique. C'est dans les rapports, dans la hiérarchie des structures entrepreneuriales. Donc c'est un autre monde à façonner. Et ça, à terme, on n'y en est pas encore. Mais à terme, vous croyez à ça. Vous croyez à un monde où il y aurait beaucoup plus d'équilibre et en accord avec la nature, etc. Vous vous revendiquez de ce genre de philosophie de vie, en fait, complètement différente. Totalement, je pense que la sensibilisation, c'est là où elle a le plus de sens, c'est dans montrer l'exemple. C'est-à-dire que c'est très compliqué de demander à une personne de plus respecter l'environnement en faisant telle ou telle action, que de montrer la voie en le faisant soi-même, qui est déjà un pas très important que beaucoup de personnes n'ont toujours pas compris, et en espérant justement que les autres personnes vont vous suivre. Et c'est aussi cela qu'on explique aux entreprises qui peuvent avoir peur, on va dire, de réaliser un bilan carbone pour la première fois, et même la première fois dans leur secteur d'activité, surtout en Roumanie, c'est qu'elles vont montrer l'exemple pour les autres. À titre personnel, j'ai arrêté de manger de la viande. J'essaye de diminuer au maximum mes trajets en avion, même si malheureusement c'est compliqué ici en Roumanie. Je n'ai pas de voiture. Nous avons des politiques de recyclage au bureau. Nous utilisons des gourdes réutilisables et plus de plastique à usage unique. Nous avons réalisé notre bilan carbone avant de le demander aux entreprises, ce qui pourrait être évident pour la plupart des personnes, mais ce qui n'est pas pour nos concurrents. Donc, nous essayons de montrer l'exemple et nous espérons que grâce aux entreprises que nous accompagnons, nous allons pouvoir montrer cet exemple à un niveau qui est bien plus important. Mmh.
Mathieu Grégory, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très intéressant. On a d'autres sujets sur lesquels parler toujours concernant l'environnement. Ce sera pour une prochaine fois. Merci à vous. Avec grand plaisir. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Cet entretien, vous pouvez le retrouver dès demain sur la page Facebook de RFI et sur le site rfi.ro, plutôt à partir de la semaine prochaine. Week-end Placoute. Au revoir.